Je voudrais incidemment, puisqu'en voici l'occasion, je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. Alors, il est vrai que la patrie est un élément humain sentimental. J'ai déjà dit, je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. Oui, la base de l'histoire, c'est d'abord la chronologie que l'on est supposé apprendre à l'école primaire. Oui, juste une petite incise. Une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à votre dernier ouvrage, outre celle que j'ai évoquée en préambule, c'est évidemment votre travail sur la chronologie universelle, votre petit livre là, qu'on devrait imposer dans les classes, parce que je peux vous dire qu'en tant que libraire, si j'en juge par le niveau de confusion générale, ne serait-ce que concernant la chronologie, mais je veux dire, dans les très grandes lignes, on est à un stade assez effrayant d'ignorance. Ben, c'est un livre, la chronologie universelle, c'est un petit livre dans la collection Librio de Flammarion. Donc c'est vraiment un petit livre Librio à 3 €, bon, mais qui remonte à 2006, je crois, ou 2007. Et je m'étais fait plaisir là aussi de l'écrire parce que bon, mon souci c'était de faire une chronologie, mais qui soit un récit, qui ne soit pas une succession de dates bâtardes, mais qui soit je me suis efforcé à la fois dans ce petit livre de faire un récit qui reprend les dates. Bon, les dates sont signalées dans la marge, les dates essentielles. Et puis en même temps, qui ne soit pas centré sur l'Europe, qui ne soit pas eurocentré. Je me suis efforcé de montrer l'histoire universelle dans sa globalité, comment interagissent la Chine, l'Europe, les Amériques et tout ce qui s'ensuit. Et mais là, c'est l'histoire de France. Mais pour en revenir à cet ouvrage, alors les deux ont en commun d'être des ouvrages de plaisir, franchement, voilà, et que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et donc voilà, alors l'histoire de France, ce n'est pas une histoire de France dans le titre, c'est la France en héritage, parce que je n'ai pas voulu sciemment faire un exposé de tout ce que l'on raconte habituellement dans l'histoire de France, c'est-à-dire que j'ai évacué bien sûr tous les événements qui sont qui décrivent le déroulement de l'histoire, mais sans avoir de résonance sur notre époque. Mon idée, c'est de ne retenir de chaque époque que ceux qui, aujourd'hui, laissent des traces dans notre culture, à nous-mêmes. Et ça commence, bien sûr, au début du Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Voilà, c'est-à-dire que ces apports que nous devons à l'histoire et qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça commence avec le Haut Moyen-Âge. Alors, je cite sur les ruines de l'Empire carolingien, bon, à un moment où vraiment l'Occident ne représente rien par rapport à l'Empire arabe de Bagdad, par rapport à la Chine de l'époque, l'Occident c'est rien.
l'Occident de Charlemagne. Alors je ne vous dis pas les successeurs de Charlemagne, hein, qui doivent faire face aux Vikings, qui doivent faire face aux Sarrasins, qui doivent faire face aux Hongrois. C'est le néant absolu, hein, c'est la cata. Bon. Et c'est là, dans ce néant, dans cette nuit très sombre, qu'il y a un petit signal qui émerge, que je représente comme la création du monastère de Cluny. Bon, hein, voilà, quelques moines qui sont des gens qui sortent de la noblesse. Hein. Les moines de l'époque, c'était pas des va-nu-pieds, c'était des gens qui venaient de la noblesse, qui étaient instruits, qui étaient déterminés, qui savaient ce qu'ils voulaient. Quelques moines donc obtiennent du duc d'Aquitaine une concession à Cluny. Disputaient à la féodalité les terres de France. Je crois qu'à l'époque, c'était à peu près 30% du territoire cultivable qui était propriété des monastères. L'important, c'est que ces moines-là, à Cluny, vont obtenir de ne dépendre que du pape. Le pape, il est loin. Et donc, ils vont être autonomes, à la différence des autres moines, ils vont être autonomes par rapport aux seigneurs féodaux locaux qui leur ont donné ces terres. Et donc, ces moines de Cluny vont très vite créer un réseau dans tout l'Occident médiéval, et qui va inspirer la réforme grégorienne, qui va inspirer la paix de Dieu, c'est-à-dire la pacification des rapports entre les seigneurs locaux, et puis qui vont inspirer une révolution qui me paraît essentielle et caractéristique de notre civilisation. Eh ben, c'est le mariage par consentement mutuel, monogamique bien sûr. Et voilà, l'Église va imposer à cette époque-là que le mariage soit public, se fasse devant un prêtre, devant des témoins, et que l'homme et la femme puissent donner chacun leur consentement, ce qui est une révolution, et qu'il est encore aujourd'hui, si on constate que dans la plupart des autres cultures, les filles sont mariées, ont choisi leur mari quand elles sont encore gamines. Hein. Elles n'ont pas d'avis à donner sur le choix de leur futur époux. Et donc c'est ainsi que va émerger l'émancipation de la femme, qui est une création de cette époque-là. Alors ensuite il y aura des hauts et des bas au fil de l'histoire. Et la plus grande récession, ce sera aussi dans le siècle bourgeois, 19e siècle. On a toujours l'impression aujourd'hui que la situation de la femme, que les femmes sortent d'une longue nuit, qu'elles émergent tout juste d'une longue nuit d'oppression. Non, elles émergent seulement d'un siècle où elles ont été considérées comme des potiches, ravalées au rang de potiches. Il y a eu le jour et de la nuit. Il y a eu le jour, la nuit. Oui. Et donc, en Europe occidentale, c'est surtout, c'est à partir de cette date-là, d'il y a environ 1000 ans, que les femmes vont acquérir un statut qui leur permettra au Moyen-Âge d'exercer toutes les fonctions, y compris chef de guerre, Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine, la comtesse Mathilde, enfin toutes ces personnes-là, elles se battent à cheval, elles portent armure. Dans le pays de la loi salique qui va leur interdire d'accéder au trône et qui va occasionner la guerre de 100 ans quand même. Oui, mais la loi salique, la loi salique n'est pas vraiment... La loi salique, c'est une entourloupe... C'était un prétexte. Oui, c'était un prétexte. Les deux prétendants au trône... C'était dans la descendance de Philippe le Bel. Il y avait plusieurs, il avait 3 fils. J'insiste pas. On connaît l'histoire, mais en fait, non, on ne la connaît pas très bien. Oui, c'est pas vraiment. Il n'en voulait pas aux femmes. Il prenait prétexte d'un vague texte juridique qui n'avait pas beaucoup de sens ni de réalité pour dire la femme de mon frère, elle n'est pas légitime pour accéder au trône. Parce que le lobby et donc c'est moi, le frère du roi défunt, qui a seul le droit. En termes modernes, on pourrait dire que le lobby des nobles, des féodaux français, voyez d'un très mauvais œil que ce soit le lobby des féodaux anglais. Oui, c'est ça. Qui mais arrive les femmes, au pouvoir. voilà. Mais le truc des femmes n'était qu'un prétexte, qui n'aura pas trop d'importance pour la suite.
Voilà, alors ça, c'est par exemple, ces apports-là, c'est le genre d'apport qui fait qu'aujourd'hui, l'Occident est ce qu'il est. Alors ça, on le doit à cette chrétienté médiévale. Qu'est-ce qu'elle était, cette chrétienté médiévale? C'était un espace très restreint qui se situait plus ou moins entre le Rhin et les Pyrénées. Si on veut aller plus loin, c'est entre l'Èbre, le fleuve qui est en Catalogne, et l'Elbe au cœur de l'Allemagne. Mais de toute façon, dans cet espace-là, la France, ce qui va devenir la France, occupe la place dominante. C'est ce qu'on appelait le Regnum Francorum, le royaume des Francs. Et à partir du XIIe siècle, on dira le royaume de France. Il y a une lettre du pape où le pape dit « Vous n'êtes pas le roi des Francs, vous êtes le roi de France ». Et c'est la première fois au XIIe siècle, vous voyez, qu'on voit apparaître le mot France. C'est important d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le roi gouverne un territoire, et donc tous les gens qui habitent sur ce territoire, il n'est plus le représentant d'une ethnie ou de la Francie. Oui, il n'est plus le représentant d'une tribu quelconque. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un roi qui porte le nom de son peuple, c'est le roi des Belges. Parce qu'on a le roi du Royaume-Uni, le roi d'Espagne, et il y a un seul qui porte le nom de son peuple, c'est le roi des Belges. Bon, anecdote. Et voilà, alors, ensuite, on voit la France, l'Occident médiéval sort de ténèbres, très vite, puisqu'on arrive au beau Moyen-Âge, 11e, 13e siècle. Le beau Moyen-Âge, qui est une période... Le beau Moyen-Âge, l'expression est de Georges Duby, elle est très méritée, parce que c'est une période où les gens, certes, sont pauvres, quoique on peut relativiser, parce que le bassin parisien, par exemple, qui est la région la plus riche de cette époque, dans ce bassin parisien, on peut dire que au temps de Saint-Louis, au XIIIe siècle, les paysans vivent mieux qu'au temps de Louis XIV, 4 siècles plus tard. Et comparativement aux paysans de nombreuses régions du monde, leur sort n'est pas plus mauvais, sauf qu'ils ne bénéficient pas de la vaccination, des vaccins, de tous ces trucs-là qui leur permettent de... Qui auraient été bien utiles vu les nombreuses épidémies de peste. Oui, voilà. Mais cela mis à part, leur niveau de vie, leurs conditions de vie sont correctes, sont relativement correctes, dans une bonne partie de ce bassin parisien, et puis si on veut... dans une bonne partie de ce qui est aujourd'hui la France. Donc on est dans ce beau Moyen-Âge qui voit alors l'émergence de l'art gothique, qui est l'émergence d'un art proprement européen qui va inspirer jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle. En Amérique, on continuera de construire du néo-gothique. Alors l'art gothique, vous le savez peut-être, l'expression art gothique vient de la Renaissance, parce que les artistes de la Renaissance trouvaient que cet art-là était digne des barbares, des Goths. Donc il appelait l'art gothique. Mais auparavant, les contemporains, les gens du Moyen-Âge, l'appelaient tout simplement l'art français, le style français, parce qu'il était né en France, à Sens, Saint-Denis, etc. C'était un syncrétisme de tout ce qui, de toutes les recherches que faisaient les maîtres d'œuvre, dérivés de l'art roman. Il y a eu une progression de l'art roman vers l'art gothique. Progressivement, on fait des recherches pour faire des églises plus hautes, plus légères, etc., plus lumineuses, où la lumière divine peut entrer et inspirer le fidèle qui est en prière. Et donc, c'est cet art gothique qui apparaît, alors l'apothéose, c'est 1144, la consécration du chœur de Saint-Denis par l'abbé Sugère. Et donc là, on convoque le ban et l'arrière-ban de toute la France et même de l'Angleterre. Enfin, il y a l'évêque ou l'archevêque de Canterbury, il y a, tous les évêques sont là, les princes, Aliénor l'Aquitaine, son mari, son premier mari, etc. Enfin bon, et alors les évêques sont ébahis par la découverte de ce chœur qui monte plus haut que tout ce qu'ils ont pu voir et qui est lumineux avec ses vitraux. Et donc ils repartent chez eux en se disant « Attends, moi, je vais refaire ma cathédrale, je la reconstruis, et puis elle sera encore mieux, elle sera encore plus belle. » Et voilà. Et il y a une émulation qui fait qu'en quelques dizaines d'années, on va émailler tout le territoire de ces merveilles, ces merveilles que sont les cathédrales gothiques.
Et ensuite, ça va se diffuser dans tout le reste de l'Europe, hein, jusqu'au 15e, 16e siècle, avec ces variantes. Donc là, on est aussi dans un apport culturel de la France. Oui, parce que vous insistez longuement sur le Moyen-Âge pour toutes sortes de raisons excellentes. Oui. Je ne vais pas déflorer le livre, mais bon. Mais l'objet du livre, c'est quand même c'est pour ça que c'est l'héritage de la France et des Français, des populations, toutes générations, classes sociales et autres confondues, qui vont construire cette histoire, l'histoire d'une nation malgré tout, d'un pays. Ouais. Et qui est rendue, alors ça c'est une des grosses qualités du livre, surtout aujourd'hui, c'est qu'il a non seulement il est facile, agréable à lire, fait de la manière dont il est écrit, mais surtout il est extrêmement pédagogique et instructif, donc il est fort recommandable pour les générations actuelles qui sont quand même dans une situation de déréliction du fait de la manière dont est aujourd'hui enseignée l'histoire. Donc ils peuvent découvrir que l'histoire racontée comme une histoire, avec depuis son commencement et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle se poursuit, elle est quand même assez intéressante, elle vaut toutes les sagas et les séries qu'on peut imaginer. Même au travers d'un résumé rapide comme celui que vous faites, dans l'ordre logique et chronologique des événements qui permet de comprendre cette histoire. Si on mélange les épisodes, on n'y comprend plus rien. Tandis que là, on comprend très bien comment on en est arrivé là aujourd'hui, et ce qui facilite je termine tout de suite, pour vous laisser développer ça, puisque c'est à mon avis un des grands mérites du livre, ce qui permet quand même aux éventuelles jeunes générations, enfin aux jeunes générations et aux éventuelles victimes de nos maîtres ignorants, de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que ce pays où ils vivent, où parfois ils sont nés, où parfois leurs ancêtres, y compris, sont nés, parfois pas, et de comprendre du coup un peu plus facilement comment on peut arriver à y vivre ensemble. Oui, tout à fait. Alors, bon, effectivement, là, moi, je parlais du Moyen-Âge parce que c'est l'époque où la France, au cœur de cette chrétienté médiévale, va créer justement va créer les fondements de ce qui sera l'Occident. Hein. Et puis, ensuite, la France va se trouver confrontée au reste des États-nations qui sont apparus, hein, l'Angleterre et autres. Et puis là, elle va s'ouvrir sur l'univers. Et on voit ensuite, à partir du XVIe siècle, les Français cultiver l'universel de façon assez étonnante. Enfin bon, je raconte tout ce que le Japon, par exemple, doit à des Français, le Japon moderne. Le Dernier Samouraï, là, vous savez, c'est un film qui a donné lieu à... Enfin, c'est un film américain inspiré d'une histoire vraie. Bon, à ce détail près que le Dernier Samouraï en question, c'est un Américain, alors que dans la réalité, c'était un officier français. Dans le film. Oui, dans le film, c'est un Américain, évidemment. Mais on n'en est pas à ça près. Bon, les Hollywood n'en est pas à ça près. Hein. Voilà. Et on a... les Français vont aussi, vous le savez aussi, hein, contribuer à fabriquer, inventer l'Amérique d'une certaine manière. Lafayette va donner du sens à la guerre d'indépendance, hein, menée par une poignée de loyalistes, par une poignée d'insurgents qui sont au départ très minoritaires dans ces 13 colonies américaines qui deviendront les États-Unis. Et puis, c'est lui qui va donner du sens. Et ensuite, Tocqueville, hein, en écrivant La démocratie en Amérique, il va nous conduire à nous représenter l'Amérique comme l'avènement, le summum de la démocratie. Bon, aujourd'hui, nous avons cette idée que l'Amérique est le summum de la démocratie. Bon, on peut en discuter. Bien que mais ça, nous avons présenté dernièrement cet ouvrage. Voilà. C'est aussi le summum du totalitarisme à bien des égards. Comme quoi, on peut en discuter, mais voilà c'est Tocqueville qui va inventer, qui va créer l'idée de cette Amérique démocratique. Voilà, bon, renforcé ensuite par Bartholdi, la Statue de la Liberté et l'autre. Donc, vous voyez, les apports de la France, ils sont... Oui, là, c'est des apports...
brève incise, surtout dans l'ordre symbolique. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a quand même eu que vous évoquez dans votre livre, mais vous évoquez aussi des contributions à l'histoire universelle, disons, à l'histoire du monde, bien française, et surtout perçue comme telle par l'ensemble des pays étrangers, parce que une des choses pour ceux qui ont un peu voyagé et qui fréquentent beaucoup d'étrangers, l'idée qu'ils se font de la France, ce qu'ils en retiennent de son histoire est beaucoup plus proche de votre ouvrage que que celles qu'essayent de véhiculer ceux qu'on a évoqués en préambule. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité que vous interveniez là, pour la plupart des étrangers, qu'ils soient d'Amérique du Sud, de Russie, de Chine ou d'ailleurs. La France, c'est la France de Victor Hugo, de Napoléon, comment dirais-je, et la Révolution française, mais aussi du général de Gaulle, et ainsi de suite. Et la vision positive, globalement positive, comme dirait l'autre, le bilan globalement positif, disait Marché jadis, eh bien, il est lié à de toute autre considération, bilan jugé globalement positif par le reste du monde, dirons-nous, à des considérations qui sont bien différentes de celles de certains de nos historiens contemporains, mais tout à fait homogènes à ce que suggère votre livre. Tout à fait, oui, oui. Mon idée, bon, je ne triche pas, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'ai laissé de côté, par exemple, des affaires internes à la France. Les guerres civiles, guerres de religion et autres, c'est pas le sujet, parce que ces événements-là qui existent, qui ont eu une réalité, la guerre de Vendée, tout ce qu'on veut, ça n'a pas aujourd'hui d'incidence sur notre être. Et encore moins sur le reste du monde. Et encore moins sur le reste du monde. Hein. Je n'ai voulu retenir que ceux qui a influé sur le monde entier. Hein. Alors il y a des trucs anecdotiques, hein, vous voyez, comme le restaurant comme on le connaît aujourd'hui, c'est une création française issue de la chute de l'aristocratie. Là, hein, les grands cuisiniers, les grands maîtres queux des aristocrates se retrouvent au chômage. Bon, et puis donc ils ouvrent des restaurants qui se différencient des auberges, des gargotes que l'on avait avant, où on faisait table d'hôte et puis chacun mangeait ce qu'on lui présentait sans avoir à choisir, et c'était le prix fixe pour tout le monde. Bon, le restaurant, comme on le connaît aujourd'hui, voilà, il est proprement français. C'est tellement français, excusez-moi, mais là... Et le mot reste français. Pour l'anecdote, pour des raisons diverses, j'ai pas mal séjourné en Suède ces dernières années, ces derniers temps, puisque mon fils y réside, et une des choses qui frappe le visiteur français, quand il va dans le centre-ville historique de Stockholm, par exemple, c'est qu'il va voir restaurant marqué sur pas mal d'établissements. Eh bien, mon fils m'a expliqué que c'était lié à l'époque Bernadotte, évidemment, qui a amené un certain nombre de mots et de pratiques. Voilà encore un héritage français, jugé positivement, globalement, jusqu'à ce jour par les Suédois. Et donc, c'est tellement français que ce mot, qui n'avait donc pas d'équivalent, et même la pratique, dans une certaine mesure, a été mise, y compris dans la langue suédoise, légèrement scandinaviée, si j'ose dire, tout à fait. avec un G à la fin. Oui, on retrouve le même phénomène en Turquie, hein, où Mustafa Kemal, quand il a voulu occidentaliser son pays, a emprunté plein de mots à la France, hein, aux Français. Mais Bernadotte, vous m'y faites penser, là, c'est un des sujets que je n'ai pas évoqué, vous voyez, parce qu'il y a plein de choses encore que... un deuxième volume. Voilà, mais je le dis à la fin, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me restent à évoquer, mais j'en ai évoqué pas mal quand même. Hein. Donc, parce que, effectivement, je ne fais pas de comparaison, hein, j'ai pas voulu faire, mon idée c'est pas de faire des comparaisons, de dire on est meilleur que les autres, pas du tout ça. Hein. J'aime l'histoire universelle, je me passionne pour voilà, l'histoire anglaise, l'histoire allemande, l'histoire italienne et autres. Tout ça est très passionnant, et il y aurait peut-être un livre similaire et encore plus gros peut-être sur les apports de l'Angleterre par exemple au monde. Un petit pays comme celui-là, bon, c'est phénoménal. Mais bon, voilà, je me suis centré là sur la France, sans faire de comparaison, de vouloir dire de quoi que ce soit. Mon idée c'est qu'est-ce qu'on a apporté au monde, voilà. Et de le rappeler effectivement fort justement, parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a une ou deux générations d'enseignements incultes qui nous ont fait oublier la chose. Oui, ce qui pouvait être évident pour
pour nos aïeux, pour nos grands-parents, ne l'est plus aujourd'hui. Je pense que... Sinon évident, en tout cas connu. Voilà, sinon évident, du moins connu. Des opinions, des idéologies, mais simplement des faits absolument objectifs. Il est sûr que ce livre, il y a 50 ans, il ne nous serait pas venu à l'idée de l'écrire. Hein. On n'aurait pas eu l'idée de l'écrire. Oui, parce qu'il reflétait tout à fait... Il aurait paru banal. Oui, il n'apportait rien, quoi. Il n'apportait rien. Il n'apportait rien. Sauf que là, je n'ai pas... sauf que moi, je me refuse à avoir le ton dithyrambique des historiens Ernest Lavis et autres de la Troisième République. Hein, je ne suis pas de ce ton-là. Hein. Géographique des historiens de la Troisième République. Oui, mais non, là... là... raisons pour ça. Oui, bien sûr. Enfin, des raisons qui étaient... qu'on pouvait contester aussi. Enfin, c'était la rivalité avec l'Allemagne. Bien sûr. Voilà. Nous, nos ancêtres, les Gaulois, parce que les Francs, ils étaient quand même un peu trop germains pour le coup de la Troisième République après la guerre de 70. Mais peut-être pour résumer, pour laisser la place peut-être au débat, on peut dire que votre livre, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, s'adresse justement aux jeunes générations qui sont toutes apparemment aujourd'hui en recherche de sens. Oui, exactement. On va déjà leur donner des éléments d'information qui vont leur permettre de donner un sens à tout ça. Et ça, c'est l'objet de votre livre. Je suis très content du dernier paragraphe de mon livre, c'est tombé comme ça. Je parle des anglo-saxons, des Américains qui se sont réfugiés en France au XIXe siècle. Et je rappelle, je chute sur le discours de Joséphine Baker. En 1964, sur le mail de Washington, juste avant que Martin Luther King lance son fameux I Have Dream, elle raconte, « Dans mon enfance, j'ai subi les pires horreurs. Ma maison a été brûlée, tout ça. Bon, j'ai dû fuir. Et j'ai trouvé un pays tout droit sorti d'un conte de fées. La France. » Et voilà. Bon, et ben voilà. Et c'est un pays qu'elle a découvert... C'est Joséphine Baker, 1964, hein, donc c'est pas la haute antiquité. Oui, mais ce qui est important de rappeler, c'est que Joséphine Baker, elle n'est pas arrivée en 1964. Non, elle était arrivée bien avant, elle était arrivée avant-guerre. Joséphine Baker, en 64, elle évoque toute une vie qu'elle a menée depuis bientôt 30 ans dans le pays de Cocagne que vous évoquez, qui n'était pas du tout celui du général de Gaulle, qui était pourtant véritablement à l'époque le pays de Cocagne par excellence, mais relativement à ce qu'elle avait connu, y compris en France avant-guerre. Rappelons qu'elle avait fait de la résistance, y compris, donc elle était très gaulliste. Mais nous allons trouver peu après les gens qui vont d'ailleurs tailler la route pour les successeurs historiens que nous avons un petit peu moqués en préambule. Souvenons-nous que Cohn-Bendit en 68, son mot d'ordre, c'était 10 ans ça suffit, et c'était 10 ans de quoi ? Il le disait lui-même, de gaulo-communisme. Oui. Donc, rétrospectivement, je pense que c'est intéressant, surtout pour les générations actuelles. Tout ça, ça fait bientôt 60 ans, donc évidemment, ils n'en ont qu'une idée très vague, surtout avec la manière dont on leur enseigne, y compris cette histoire-là. Donc c'est bien que vous rappeliez, c'est une excellente idée d'avoir conclu sur le témoignage de Joséphine Baker. Ouais, merci, parce que ici, oui, moi, j'ai avant tout pensé effectivement aux jeunes générations. Hein. Mon souhait, c'est que ça, c'est un livre qui est supposé plaire à nous, à notre génération, mais qui devrait être porteur pour les jeunes. En tout cas, instructif. Instructif, et leur donner à réfléchir, et à remettre en perspective ce qu'ils peuvent entendre à droite, à gauche, qui parfois est exaspérant. En tout cas, les informer, parce que ça, c'est ce qui leur manque à mon avis le plus, c'est-à-dire informer au sens classique, celui du XVIIe siècle que vous avez évoqué, c'est-à-dire donner une forme à la conscience qu'on peut avoir, à la connaissance qu'on peut avoir, donc au jugement qu'on va tirer de ce qui nous informe. Là-dessus, on va peut-être passer, s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez préciser disons, contre quoi vous vous placez? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous avez fait allusion à Boucheron, est-ce que vous pouvez un peu préciser ce que vous reprochez éventuellement à une historiographie que vous parlez? Oui.
Mon idée, c'est que ce que je vois aujourd'hui depuis de nombreuses années dans l'historiographie, et par exemple la revue L'Histoire elle-même est en train de basculer un peu dans ce sens-là, hein, elle suit le courant, eh bien c'est une volonté de déconstruire au risque de tricher ou d'occulter les faits. Trop souvent, dans le livre Histoire mondiale de la France, Boucheron lui-même a écrit, Patrick Boucheron a écrit l'introduction de 8 pages, et puis il y a 200 articles, et il a écrit 2 de ces 200 articles, dont l'un sur l'édit de Villers-Cotterêts qui institue l'état civil et qui prône l'usage de la langue française. Et il oriente tout son argumentaire sur le fait que le propos de l'édit de Villers-Cotterêts n'est pas de dire la langue française est la seule obligatoire dans l'administration. Il dit c'est la langue maternelle qui est obligatoire. C'est dans l'administration la langue maternelle, c'est-à-dire la langue maternelle de chacun. Il dit, ça veut dire que, sous-entendu, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait autoriser l'usage des langues régionales dans l'administration. C'est le point de vue qu'il développe. Hein. Il développe l'idée que c'était donc pas le français qui était obligatoire et qu'ensuite on a voulu faire croire que l'édit de Villers-Cotterêts obligeait à écrire, rédiger tous les textes juridiques et administratifs en français. Bon, la réalité est tout à fait différente. Enfin, j'ai regardé un petit peu comment a été interprété l'édit de Villers-Cotterêts. Ce qu'on voit, c'est que dans les faits, jusqu'à la Révolution, l'édit de Villers-Cotterêts, on pratique le français simplement parce que toutes les élites, même dans le sud-ouest, même en Bretagne, se plaisaient à parler français, parce que c'était la langue du pouvoir, c'était la langue de la cour, c'était la langue prestigieuse. Donc ils s'obligeaient naturellement à parler français, comme aujourd'hui on s'oblige à parler anglais. Eh bien, mais ils n'en faisaient pas une obligation. Et c'est sous la Révolution que là, au nom de la nation que l'on veut homogène et tout, l'abbé Grégoire et compagnie vont prescrire l'éradication des langues régionales. Et donc vont faire du français, l'usage du français, une obligation. Mais jusqu'à la Révolution, on n'en fait pas cas. L'édit de Villers-Cotterêts voulait simplement éradiquer le latin, parce que le latin commençait à ne plus être compris par personne. Au Moyen-Âge, le latin était la langue universelle de tout l'Occident. Tous les gens qui savaient lire et écrire en latin. Et donc, ce qui était d'ailleurs assez merveilleux, puisque ils avaient d'ailleurs à lire et écrire en latin. Oui, bien sûr. Et le latin était non pas la langue des Romains, c'était la langue du Moyen-Âge. Et c'était d'ailleurs un latin médiéval qui a ses caractéristiques propres. Et que l'on soit... et ça va rester la langue des savants jusqu'au XVIIIe, enfin jusqu'à Descartes, au moins. Au XVIIIe siècle, en Autriche-Hongrie, enfin pas en Autriche-Hongrie, dans les États autrichiens, eh bien le latin, la langue officielle. Pourquoi? Parce que c'est le latin qui permet de maintenir la concorde entre les uns et les autres. Ce qui permettait, entre parenthèses, à les Allemands, les Hongrois... Ça permettait à tous les intellectuels, à tous les scientifiques, à de tout se le faire monde, comprendre de s'écrire, de se comprendre et de développer, disons, le savoir et la connaissance de manière collective. Aujourd'hui, le latin est remplacé par l'anglais. Donc, voilà, mais c'est un des exemples de déconstruction ou de détournement de sens. L'édit de Villers-Cotterêts n'a pas été l'obligation d'employer le français, mais simplement l'évacuation du latin, sans souci. Et c'est le français qui s'est imposé, mais simplement parce que les gens le voulaient bien, sans obligation. Ce qui n'a pas empêché le latin de continuer d'être l'usage le plus courant chez les lettrés, on va dire, mais ce qui va empêcher que les actes de justice, les actes légaux, soient rédigés autrement que dans la langue qui était comprise par tout le monde. Oui, c'est ça.
lisible et compréhensible par tout le monde. Autre exemple, bon, si vous voulez, on va arrêter là-dessus je vais pas. Le but c'est pas de les critiquer, voilà. Mais autre exemple qui me revient en tête à propos de ce fameux livre de Boucheron, enfin dirigé par Boucheron, il y a un petit article de 4 pages sur la terreur, et l'auteur s'applique à dire la terreur, c'est pas la révolution, la terreur c'était tout le XVIIIe siècle qui prônait la terreur. C'est-à-dire, voilà, alors, bon, je ne vous dis pas les arguments, si vous trouvez le livre, vous le regarderez. C'est assez effarant. Beccaria, contre Beccaria, un juriste italien qui dénonçait la peine de mort, etc., enfin, qui a jeté les fondements de la justice moderne, un apport de l'Italie. Si un jour quelqu'un écrit ce que l'Italie a apporté au monde, il y aura Beccaria. On a commencé par le droit romain. Oui, mais enfin, oui, même si on s'en tient, à l'Italie moderne, hein, on mettra Beccaria. Bon, voilà. Mais voilà, cet auteur s'appliquait à démontrer que toute la société aristocratique de l'Ancien Régime était déjà terroriste de tête, quoi. Parce que, alors, il retient tel ou tel propos qui dit que il faut il faut être très sévère envers les coupables. Il faut terroriser les coupables, les criminels, etc. Bon, terroriser les terroristes, disait Pasqua. Oui, alors, bon, on est dans cette forme d'extravagance où on fait dire aux mots et aux faits un peu tout et n'importe quoi. Hein. Autre question? Oui. Bon, moi, je suis toujours fasciné par les grandes synthèses. Je sais à quel point c'est très difficile à faire, travaillant moi-même dans ce domaine. Et alors, je remarque une chose quand même, c'est que le moyen... J'ai pas lu l'ouvrage, hein, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux que faire des constatations factuelles. Vous l'avez sous les yeux. Le Moyen-Âge représente dans votre ouvrage, depuis la page 141 jusqu'à la page 100, disons, dans les pages 160-170. Et au contraire, la partie contemporaine me paraît extrêmement réduite. Donc la question c'est, est-ce que vous avez insisté sur le Moyen-Âge parce que vous considérez que c'est justement une des périodes assez mal connues pour ce qu'elle a pu apporter justement comme héritage, et corrélativement, vous insistez beaucoup moins sur la période contemporaine parce que vous dites que ça, c'est un peu connu de tout le monde. Alors, c'est que effectivement, je me suis surpris moi-même en écrivant, en me disant, je n'en sortirai jamais du Moyen-Âge. Et en même temps, ça me passionnait parce que j'y trouvais plein de choses à dire. Bon, il est vrai aussi que je parle du Moyen-Âge comme étant le moment où naît la laïcité, par exemple avec Philippe le Bel, mais je déroule jusqu'à la séparation des églises et de l'État en 1905. Hein, donc, c'est dans cette partie du Moyen-Âge que je parle de la séparation des églises de l'État. Donc, hein, bon. Mais cela dit, c'est vrai que c'est une part très importante. Oui, parce que vous incluez les conséquences postérieures. Et ça tient à une réalité historique, en fait. Ça tient à une réalité historique que j'ai pu évoquer tout à l'heure. C'est que la France, cet espace situé entre le Rhin et les Pyrénées, était, en l'an 1000, représentait tout l'Occident, pratiquement. Représentait pratiquement tout l'Occident. Et donc, c'est évidemment dans cet espace-là que sont nés les germes de notre civilisation. Ensuite, ça va germer, ça va se diffuser jusqu'en Pologne, jusqu'en Russie, si on veut, en Angleterre, bien sûr, mais un peu partout. Mais la naissance de notre civilisation européenne et de la modernité, c'est quand même dans notre espace que ça se produit. Ce qui explique la part très importante du Moyen-Âge dans notre histoire. À l'époque contemporaine, les apports exclusifs, mon idée c'est les apports exclusifs de la France au reste du monde, hein, bien sûr. Les apports exclusifs de la France au reste du monde, à l'époque contemporaine, ils sont beaucoup plus ténus.
de façon claire, parce que à ce moment-là, la France, je confirme, c'est 1%, 2% de la population mondiale, et puis il y a d'autres pays, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et autres, qui ont leur part dans la modernité, hein. Donc voilà. On est quand même sacrément concurrencé, hein, à partir de la Révolution. Je voudrais ajouter quelque chose à la réponse d'André Larané, un témoignage de libraire, mais aussi de témoin depuis maintenant pas mal de décennies de la vie culturelle, et y compris vu de l'extérieur de la France. Vous pouvez observer dans les films, les livres, les séries télé à succès aujourd'hui, et ça fait déjà un moment que ça dure, l'image absolument majeure, prépondérante, y compris dans les générations actuelles, de ce médiévisme français qui est strictement associé. Vous avez les films, y compris récents, hollywoodiens, vous avez la série Game of Thrones qui se revendique explicitement des rois maudits de Druon. Les exemples, je pourrais vous les multiplier, oui. Et c'est strictement associé dans la perception qu'a le reste du monde, contrairement à ce qu'évoque l'ouvrage dont je ne vais pas parler davantage et dont nous avons déjà trop parlé, et à mon avis assez néfaste à bien des égards, en termes en tout cas d'éducation populaire, eh bien il est intéressant de voir que l'image, une des images fondamentales dans l'imaginaire, certes, mais aussi dans les représentations très concrètes que se font la plupart des étrangers dans le monde entier, vraiment, de la France, y compris images positives ou des images spectaculaires, est liée au fait que le Moyen-Âge, les chevaliers, tout ça, moi j'ai lu d'innombrables ouvrages historiques ou de romans, etc., y compris anglais ou autres, d'une manière ou d'une autre, c'est l'époque médiévale de la Francie, de la France des post-carolingiennes, qui est celle qui est restituée et qui sert de cadre à tout ce romanesque-là. Donc, il me semble que c'est justifié, vu la perspective, y compris dans l'impact culturel général de ce que peut être l'histoire de France, dans cet imaginaire collectif, y compris romanesque, spectaculaire, dans le reste du monde. C'est ça que je voulais ajouter pour défendre mon auteur de ce soir. C'est pas du tout une attaque. Hein. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est une observation très juste que je me suis faite à moi-même quand j'ai rédigé le livre. Je me suis dit, mais je ne pensais pas donner autant d'importance au Moyen-Âge, et pourtant j'étais obligé, parce que la réalité était là, quoi. Bon, et puis, je n'ai pas dit, là, je n'écris pas non plus, mais enfin, j'ai bénéficié aussi de la vérification, enfin, d'un œil amical de quelques historiens, Jean Tullard pour la partie révolutionnaire, Bruno Dumézil pour la partie Moyen-Âge, qui m'ont permis de rectifier certaines allégations. Il y a eu une relecture, oui. Voilà. Autant assez scrupuleuse par des amis historiens, qui fait que... Bon. Eh bien, là-dessus, je crois qu'on va quand même conclure parce que le temps file. Donc, merci et bravo. Ben, merci pour votre invitation. Enfin, la librairie est toujours voilà. Alors, très active, très je vais dynamique. Arrêter.